Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, partons à la découverte d'innovations qui façonnent l'avenir de l'Afrique à travers diverses initiatives. Voici le sommaire de votre magazine. Dans les coulisses de l'afropop nigérian réside une force de la nature, une voix qui transcende les frontières et une passion qui rallume les flammes de l'émancipation féminine. Découvrez Jémi Rié à travers ses mélodies enivrantes et son message féministe. Ma musique est une combinaison de sons afro. Je dirais que c'est de l'afro-fusion parce que c'est une fusion d'afro-pop, d'afro-jazz, afro-pop, afro-jazz, afro-soul, d'afro-soul, d'afro-country. If you say afro-country. En Mauritanie, Digitel se profile comme un phare d'espoir en accompagnant une vingtaine de femmes lors de sa première édition. Je travaille déjà, j'ai un travail assez stable et tout, mais je sais que j'envisage dans le futur en fait de pouvoir monter mes propres projets en fait. Donc j'aimerais bien apprendre des choses et partager avec les filles également des expériences dans le futur. Des drones qui transportent des poches de sang, réalisent des cartographies ou encore surveillent le bétail. Ces petits appareils volants téléguidés sont arrivés en force en Afrique. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite aux patients. Nous vous invitons à découvrir l'univers de Digitel, une initiative qui va bien au-delà de la simple formation. C'est une histoire de courage, de résilience et de transformation. Suivez-nous alors que nous rencontrons ces femmes extraordinaires qui défient les normes et repoussent les frontières, armées de leur détermination et des outils numériques. Un reportage de Yamina Bendaïda, notre correspondante en Mauritanie. Être une chef d'entreprise aguerrie, juste avec son téléphone. C'est le souhait de ces 20 jeunes femmes qui ont profité d'une formation gratuite. Digitel, c'est son nom, est une formation créée par des femmes pour les femmes. L'objectif, apprendre à des jeunes entrepreneurs comment utiliser un large éventail d'outils numériques à des fins purement professionnelles, allant de la valorisation de leurs compétences à la création et à la gestion de leur activité entrepreneuriale. En tant qu'entrepreneuse, j'ai une activité que je veux développer. Je veux profiter des réseaux sociaux, je veux profiter de la technologie pour mieux développer mon activité. Mais par contre, j'avais un problème, je ne connaissais pas les outils nécessaires, quoi utiliser et comment les utiliser. J'ai découvert des applications que je ne connaissais pas. J'ai découvert des outils qui peuvent me servir à professionnaliser mes photos et mieux les rendre plus présentables pour mieux aussi présenter mon activité à mes clients. De l'apprentissage de la prise de photos à la maîtrise des réseaux sociaux en passant par la création d'un site internet ou encore la création de logos et cartes de visite. Les jeunes femmes testent toutes les applications leur permettant d'assurer une bonne gestion entrepreneuriale à moindre coût et en toute autonomie. Je travaille déjà, j'ai un travail assez stable et tout, mais je sais que j'envisage dans le futur en fait de pouvoir monter mes propres projets en fait. Donc j'aimerais bien apprendre des choses et partager avec les filles également des expériences dans le futur. L'autonomisation des femmes, c'est l'objectif que se sont fixés les 2 femmes à l'origine de l'initiative, dont la première édition s'étend du 1er au 8 mars, en symbole à la Journée internationale des droits des femmes. On a la force du numérique avec laquelle on peut aider beaucoup de jeunes filles à démarrer leur start-up. Donc, que ce soit un grand projet, un petit projet, vous n'avez pas les moyens de, par exemple, créer des comptes sur les réseaux sociaux ou bien vous ne savez pas c'est quoi l'astuce. Ici, avec Digitel, on a formé les filles à créer des comptes, à savoir planifier, à savoir gérer, à savoir booster. Aujourd'hui, chacune peut utiliser son téléphone pour prendre une photo, pour faire une vidéo et aussi pour faire une infographie, faire leur CV, leur logo, vraiment démarrer une start-up avec un téléphone. Bien que la technologie numérique participe au développement de la société mauritanienne, les fractures numériques dans le domaine persistent et menacent de laisser, selon des études, encore plus à la traîne les plus vulnérables. La fracture numérique entre les sexes est par exemple particulièrement élevée dans les pays les moins avancés, où seulement 19% des femmes utilisent Internet, contre 31% des hommes, selon une étude du Programme des Nations Unies pour le développement. En Mauritanie, une volonté politique existe. Certains constatent même l'intérêt grandissant des femmes pour le numérique,
comme c'est le cas au sein de l'Institut supérieur du numérique, entièrement financé par le gouvernement mauritanien, où les jeunes femmes sont une large majorité à occuper les bancs de l'école. Elles aiment tout ce qui est numérique. Alors, on voit que, d'après les statistiques qu'on avait faites déjà, les meilleurs dans la première année et deuxième année de promotion, ce sont des filles. Il y a une volonté politique sur ça. Vous voyez, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur, que ce soit le ministère de la Transition numérique, ils appuient tout ce qui est numérique. Et nous avons des moyens, ils ne ménagent pas leurs efforts pour développer les enseignements de côté numérique, l'infrastructure, de mettre en place aussi une infrastructure numérique. Ce nouvel engouement pour le numérique en République islamique de Mauritanie pousse de plus en plus de personnes à lancer des initiatives visant à former les femmes dans le domaine, à l'instar de Digitel, surtout depuis que le gouvernement mauritanien a décidé d'en faire sa priorité. Cette conférence constitue une étape importante sur la voie de l'autonomisation des femmes en général dans divers aspects de la vie, en particulier dans le domaine de la numérisation et de l'innovation, ce qui conduira à un développement humain, durable et équilibré, exempt de toute forme de discrimination et d'exclusion. Bien qu'une partie du territoire mauritanien peine encore à accéder à une couverture Internet, l'intérêt pour le numérique, lui, ne cesse de se développer, stimulant avec lui des missions plus anciennes, comme l'autonomisation des femmes. Face à cette explosion de la demande féminine pour la formation numérique et des outils digitales, Digitel envisage déjà ses prochaines sessions. Notre invitée cette semaine, Jemmy Rié, la chanteuse nigériane afro-pop qui incarne un mélange de talent musical et d'engagement social. À travers sa musique, elle défend des causes telles que l'autonomisation des femmes ou encore la lutte contre le mariage forcé. Bonjour Jemmy Rié. Bonjour Lionel, comment allez-vous? Vous êtes une chanteuse nigériane, parmi les plus talentueuses de la scène afro-pop. Vous venez de sortir votre nouveau single Toulé. Racontez-nous comment est née cette chanson, à qui s'adresse-t-elle et quel message souhaitez-vous faire passer? Eh bien, je viens de sortir Toulé, qui résulte d'un chant pour la libération émotionnelle de la femme noire, de la femme en général, comme on devrait le dire. Et c'est pour qui? C'est pour les femmes. Comment est venue l'idée de la création? C'est venu de la connaissance que très souvent les femmes sont timides lorsqu'il s'agit de parler de ce qu'elles ressentent, et spécialement sur le plan émotionnel, et en particulier en ce qui concerne les femmes noires. C'est une très très grosse affaire pour elles. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour elles que d'exprimer leurs émotions. C'est presque un tabou. C'est ainsi que cette chanson a vu le jour, vous voyez. Les femmes peuvent aussi s'exprimer et dire « voilà ce que je ressens pour toi, pourquoi pas ?» Et puis voilà, c'est ça. Comment définiriez-vous votre musique? Quelles en sont les influences? Ma musique est une combinaison de sons afro. Je dirais que c'est de l'afro-fusion parce que c'est une fusion d'afro-pop, d'afro-jazz, d'afro-soul, d'afro-country. Vous savez, c'est un mélange de tout, mais avec une touche d'africanité. Vous utilisez les rythmes traditionnels yoruba dans vos chansons. Elles viennent de votre grand-mère. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, ma musique. Vous savez, tout ce que j'ai appris vient de ma grand-mère, parce que j'ai vécu avec elle quand j'étais enfant. Ma grand-mère, l'environnement, le village m'ont beaucoup influencé. Nous avons beaucoup appris sur la musique traditionnelle pendant qu'elle racontait des histoires le soir, tandis que les enfants s'asseyaient près de l'arbre. On nous racontait des histoires sur les animaux. Elle utilisait les animaux pour illustrer plus ou moins les choses. Et c'est ainsi qu'on nous les transmettait, pour nous dire que ce qu'on faisait était mal ou bien. Si vous faites une promesse, assurez-vous de la tenir. Mais en utilisant les animaux comme exemple, chaque histoire était accompagnée d'une belle musique, une musique folklorique traditionnelle. C'est donc la partie amusante de cette histoire. Et oui, je vous chanterai bientôt une de mes chansons. Pouvez-vous nous décrire ces rythmes traditionnels yoruba de votre enfance? Les rythmes traditionnels, je peux vous les faire écouter plutôt que de les décrire. Par exemple, l'une des chansons est Ajaduro romileru ferekufe bobaduro romileru ferekufe. All right, so
Alors grand-mère nous apprenait ces chansons et tu devais répondre. Donc si elle disait Ada, tu devais répondre. Et c'est comme ça que tu apprends les bases de la musique. Même si nous n'apprenions pas la musique comme une leçon, mais elle finit par entrer en vous, elle devient une partie de vous. Comme dans toute leçon, il y a une musique, puis on commence à trouver sa propre tonalité. C'est ainsi que j'ai trouvé mon ton en tant qu'artiste. Oui, en tant que très très jeune enfant, mais cet enfant a fini par devenir une artiste. Racontez-nous votre parcours musical. Comment tout ça a commencé? Mon parcours musical a donc commencé très tôt, comme je l'ai dit, mais à l'époque, je ne faisais que chanter, n'est-ce pas? Quand je suis revenue à Lagos voir mes parents, mon père disait que j'étais une enfant très timide, qui ne parlait à personne. Je restais très discrète dans mon coin. Il m'a donc dit alors de rejoindre la chorale de l'église. Je suppose que j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'église. Et après cela, il a dit que c'était comme si j'étais devenue différente. Qui était donc cette fille? Je suis devenue très vivante et intéressante. Et c'est là que j'ai su que la musique m'avait donné ma voix. J'ai alors su que c'était ce que je devais faire. C'est à partir de là que mon histoire a commencé. En 2005, vous avez mis entre parenthèses votre carrière de chanteuse. Vous avez dû passer un long moment avec votre mère à l'hôpital. En quoi cela a influencé votre musique et votre carrière? J'ai pratiquement arrêté l'école, la musique et tout le reste, et cela a eu un impact très important sur ma carrière. Premièrement, je ne dirais pas que c'était une mauvaise chose, car bien sûr ce n'était pas facile, j'aurais pu faire les choses différemment. Mais il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais préféré être à ce moment-là que de voir ma mère et m'occuper d'elle. Cela compte beaucoup pour moi, parce que je pense que si ma mère a passé ce temps à me donner la vie, c'est quelque chose que je devais faire pour elle. Et c'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de sentiments contradictoires, car il y avait tellement de choses qui se passaient. Mais je crois que cette expérience m'a amenée là où je suis aujourd'hui, elle m'a formée. Je suis devenue une meilleure personne. En fait, j'ai grandi très vite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. On devient mature, vraiment mature, pas seulement en adulte, on est responsable. Et cela m'a montré que dans la vie, on peut donner la priorité à certaines choses, mais en même temps, la famille est tout. L'amour de la famille est tout. On ne peut pas l'acheter. J'aime ma mère et je suis heureuse de lui avoir donné ce moment de ma vie. Je suis heureuse de l'avoir fait. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Utiliser les drones pour apporter des poches de sang à des structures sanitaires qui sont dans le besoin, le Rwanda l'a fait et s'est même doté d'un aérodrome pour drones. Dans la Tanzanie voisine, la capitale Dodoma a également fait appel à ces petits avions téléguidés pour réaliser à moindre frais la cartographie du pays. Notre journaliste David Chiombiano avait exploré les premiers exemples de cette révolution drone en Afrique. Regardez. Nous sommes dans le sud-ouest de la Tanzanie. Dans ce village de la région de Morogoro, Sevina et les siens n'ont qu'un seul vœu, en finir avec les conflits perpétuels à propos des terres agricoles. L'acquisition de titres fonciers suffirait à les mettre à l'abri des abus. Parfois, les gens disent qu'ils sont au courant des bornes, mais ça ne les empêche pas d'envahir des champs et de les revendiquer après comme les leurs. Avec une telle pratique, notre propriété sur une parcelle n'est pas bien établie et sans titre, notre entreprise agricole est incertaine. Dans ce cas, les conflits de terre sont inévitables. Pour aménager le territoire, il faut des données géographiques et une cartographie précise. Dans le temps, c'était une affaire de grands moyens qui mobilisaient avions et satellites. Mais aujourd'hui, le drone, un tout petit appareil, fait l'affaire.
En Tanzanie, la dernière photographie date de 2008 parce que les coûts de prise de vue aérienne sont très élevés. Il faut donc trouver des alternatives. Il y a des images que nous proposent des satellites, mais aussi les drones, des engins volants sans équipage. Sans pilote, sans trop de charge, on réalise beaucoup d'économies. Donc c'est une technologie simple et accessible. Grâce aux drones, le gouvernement tanzanien est à même aujourd'hui de délivrer 300 000 titres fonciers aux agriculteurs. Avec le bornage des exploitations, Sevina et sa famille peuvent envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et faire des projets. Nos attentes, c'est d'avoir des exploitations bornées et bien identifiées. Si nous avons des titres fonciers, on peut cultiver sans problème. On peut obtenir des crédits et investir dans la production. Ainsi, on pourra améliorer nos conditions de vie. Tout a commencé il y a quelques années plutôt avec des essais de laboratoire. Ururu Labs étudiait les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour prévenir efficacement les catastrophes naturelles. Le drone s'est avéré être un outil efficace d'aide à la décision. L'intérêt initial était de cartographier et d'identifier des zones très inondables à Dar es Salaam, d'obtenir une image aérienne qui montre clairement les zones submersibles après une inondation. L'autre objectif était d'avoir des données détaillées sur le relief qui peuvent être mises à la disposition des planificateurs de zones urbaines pour prévoir et aménager les canaux d'évacuation des eaux de pluie jusqu'à la mer. Les prouesses du drone ont eu un tel écho que le ministre du Domaine est sur le point de l'intégrer dans un vaste programme d'aménagement urbain. Aujourd'hui, grâce au drone, la Commission foncière de Zanzibar dispose d'un outil précieux d'aide à la décision. Une carte de haute résolution sur les îles tanzaniennes de l'océan Indien couvrant 2300 km² de terre. Au début, on naviguait avec une carte aérienne qui date de 2004. On obtenait des cartographies avec une résolution de 25 cm. Mais maintenant, avec les drones, nous obtenons sur l'ensemble du domaine une résolution de 7 cm. C'est une très bonne résolution. C'est impressionnant. Au Rwanda voisin, drone rime avec santé. Ce petit appareil transporte à son bord des poches de sang à un hôpital situé à l'autre bout du pays, où attend un patient qui a besoin de ce précieux liquide pour vivre. Je marchais quand je fus heurté par un motocycliste. J'ai eu rapidement le sang dont j'avais besoin. Ce fut vraiment un miracle. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est comme un miracle venu de Jésus. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite au patient. Depuis bientôt 2 ans, le drone fait partie du système de santé au Rwanda. Sa mission, sauver des vies en livrant des poches de sang et des consommables médicaux à 21 hôpitaux dans les provinces du sud et de l'ouest du pays. Pour y arriver, le Rwanda a construit un aérodrome pour drones et s'est attaché les services de Zapline, une entreprise à la pointe de la robotique pour gérer cette mission. Et ça marche plutôt bien. Nous cherchons d'une part à étendre ce dispositif géographiquement et d'autre part à l'étendre à d'autres produits. Certains vaccins doivent être utilisés en urgence, par exemple des vaccins contre la rage ou des sérums anti-venin. Si nous parvenons à trouver des solutions où la technologie sert aux bénévoles, aux agents de santé et aux éducateurs, à ceux qui s'occupent des jeunes enfants et des personnes âgées, nous pourrons mettre à profit ces technologies même si nous craignons qu'elles détruisent un nombre considérable d'emplois. Du sang venu du ciel, des conflits fonciers désamorcés, des catastrophes naturelles évitées, la technologie drone est une véritable avancée remarquable pour améliorer la vie quotidienne des populations africaines. Au regard de ses performances, on peut s'étonner de la lenteur des États à s'approprier cet outil très bon marché et à l'intégrer dans leur stratégie de développement. Et nous retrouvons
retrouvons notre invité Jamie Rié dans la suite de cet entretien. Découvrez avec nous ses combats pour l'égalité et les inspirations qui façonnent son art unique. Dans vos chansons, vous faites campagne pour l'éducation des filles et contre le mariage forcé. Pourquoi est-ce un sujet si important pour vous? La campagne contre le mariage des enfants me tient particulièrement à cœur parce que je crois que chaque enfant, un homme ou une femme maltraitée, a le droit de savoir ce qu'est la vie pour lui. Si vous retirez un enfant dès l'âge de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, oh mon Dieu, je pense que c'est horrible parce que vous tuez toutes les chances que cet enfant pourrait avoir de rêver. On l'éloigne de lui-même ou d'elle-même. En général, pour les femmes, pour les filles, c'est la fin de la vie. Vous devez juste devenir la femme de cet homme-là et c'est tout ce que vous pouvez être. Pour moi, c'est horrible. Je pense qu'aucun enfant ne devrait vivre ça. Et ma marraine à l'époque, ma marraine au Nigeria, m'a raconté qu'à 13 ans, il voulait la marier et qu'elle a dû s'enfuir. Elle s'est enfuie et a recommencé sa vie. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes femmes noires en vie. Si elle était restée dans ce premier mariage et qu'elle ne s'était pas enfuie pour sauver sa vie, Dieu sait ce qui serait arrivé aujourd'hui. Elle serait devenue moins que rien. Et c'est tout. Je pense donc que le mariage des femmes est une chose que nous devrions abolir en Afrique. Pensez-vous que les artistes ont un rôle important à jouer dans la société africaine? Je crois que les artistes ont un rôle très important à jouer dans la libération de l'Afrique, car s'ils se taisent, c'est une honte, car nous avons la parole. Nous sommes sous les feux de la rampe. Et si vous avez cela, c'est beaucoup. Je dirais que si vous avez le privilège d'être ici, que les gens entendent votre voix et que vous l'utilisez pour des choses stupides, alors vous devriez avoir honte. Car comment allez-vous aider les personnes qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes? Ceux qui n'ont pas la parole comme vous. Alors, quand vous avez la parole et que vous n'aidez pas l'humanité, la génération suivante continue à souffrir. Qu'avez-vous fait? Vous n'avez fait qu'enrichir vos poches, vous n'avez profité que de vos propres grands moments, vous avez été une superstar. Et vous avez laissé tomber l'espoir de la prochaine génération parce que le même problème va rester et s'accumuler sans qu'il y ait de changement. Nous devons changer, nous avons besoin d'un monde meilleur. J'aimerais que les artistes utilisent leur voix et fassent de cet endroit un monde meilleur. Vous avez vécu 10 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous a apporté pour votre carrière et personnellement? Le fait de vivre aux États-Unis depuis plus de 10 ans a bouleversé ma vie parce que je suis un mélange de deux mondes. Cela m'a aidé à voir différemment. Je vois la vie en tant qu'Africaine, mais aussi en tant qu'Américaine. Je peux alors comparer et dire « Oh, je n'aime pas ce qui se passe en Amérique, en Afrique, et je vois comment cela a été fait en Amérique. » Je pense que je peux aussi ajouter une partie de mon expérience ici et l'apporter à l'Afrique. Pouvons-nous également faire ce genre de choses? Bien sûr, pour s'adapter à notre propre environnement, mais nous pouvons faire les choses en mieux. Parce que lorsque j'étais ici, les choses étaient faites de cette manière. Cela m'a aidé à voir le monde non seulement du point de vue d'une Africaine, mais aussi d'un point de vue plus large, comme par exemple, nous pouvons faire les choses mieux ou nous pouvons nous réunir pour collaborer et faire les choses ensemble. Vous vivez actuellement à Paris. Est-ce une ville qui vous inspire? Oui, je vis actuellement à Paris. En fait, j'adore Paris. J'aime sa culture, j'aime la baguette de pain, c'est vrai. J'adore la culture et les gens sont très réceptifs. Bien sûr, les Parisiens ou les Français en général sont très réservés, ce qui n'est pas grave. Mais je suis en train de l'apprendre. Donc je suis un mélange de la vie de Lagos et de la vie américaine. Maintenant, je pense qu'il faut y aller doucement et ressentir les choses tranquillement. Il faut essayer de comprendre la culture. Mais en plus de tout cela, quand je vois toutes les choses, ces choses historiques qui se passent ici, des choses qui ont été faites il y a des milliers d'années, je me dis, oh mon Dieu, cela me donne un sentiment d'appartenance.
Je pense que j'appartiens à l'histoire d'ici parce que c'est beau, c'est incroyable. J'aime Paris, c'est la vérité, c'est dans mon cœur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. D'habitude, je voyage beaucoup dans des endroits sympas et cela ne va pas plus loin. Mais ici, je me sens chez moi. Quelles sont vos ambitions pour demain? Mon ambition pour l'avenir est donc de m'assurer que personnellement, bien sûr, je continue à développer ma carrière musicale en m'assurant qu'elle s'exporte partout. Je veux dire partout dans le monde et que je puisse transmettre mon message pour la libération des femmes à travers ma musique, à travers ma fondation, pour pouvoir aider les femmes et les enfants en Afrique. Je veux aussi pouvoir aider les jeunes à trouver leur voie, en sachant que ce ne sera pas toujours facile, parce que le monde semble très facile de nos jours à cause des réseaux sociaux. Mais je veux pouvoir utiliser ma voix pour aider les jeunes. Parfois ce sera difficile, mais il faut s'accrocher. Votre détermination est en fait votre joie, et quand vous y arriverez, vous serez fiers. Et mon ambition est d'utiliser ma musique comme un outil de libération pour les femmes. Bien sûr, je fais du divertissement parce que j'aime danser et m'amuser. Donc oui, tout cela réuni dans une seule boîte. Vous allez bientôt sortir votre prochain single. Pouvez-vous nous en dire plus? Je sortirai mon prochain single, je dirais, dans un mois. La prochaine chanson s'appellera Commando. Je viens de vendre la mèche, alors préparez-vous. Commando c'est la suite de Toulé. C'est toute cette expression mise ensemble, mais sous une forme plus audacieuse. Je suis donc très enthousiaste parce qu'après sortent les super 45 tours, ce qu'on appelle les hippies. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'ils soient inclus dans l'album. Le Commando sera prêt. C'est un avant-goût. Oui, je vous remercie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Jamie Rillier ainsi que nos émissions sur notre site africaoner.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.